Après l'attentat terrible contre M. Abe Shinzo, ancien Premier ministre du Japon, le 8 juillet 2022, et l'évocation des rapports ambigus que la politique et les mouvements sectaires pouvaient entretenir, beaucoup d'autres points ont été soulevés par les médias et les internets à propos du fonctionnement de la démocratie japonaise et de ses institutions. Si les grands médias traditionnels sont tenus à des généralités factuelles inattaquables, quelques désinformateurs militants se sont glissés dans les commentaires YouTube, sur Twitter et dans les différentes strates des réseaux sociaux, qualifiant tantôt le Japon de dictature, M. Abe de fasciste et comparant la police avec la Stasi ou la Gestapo. Ah, mesure et modération sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cette goutte de trop dans le grand vase des poncifs sans fondement a fait déborder mon envie de vous faire une petite vidéo concise sur le système politique japonais, les partis qui le composent et l'animent et les réalités constitutionnelles, bien loin des idées préconçues que beaucoup peuvent avoir. Alors rentrons dans le vif du sujet, pour une fois, je ne me perdrai pas en conjectures et irai droit au but. L'histoire de la démocratie est très récente au Japon, arrivée avec la Constitution de 1947, rédigée sous l'égide du général MacArthur et des forces d'occupation, suite à la défaite de 1945. Elle est un mélange d'inspiration américaine et française, conservant tout de même des lois de l'Ancien Régime et des spécificités japonaises que les premiers députés, d'abord nommés, purent arracher aux Américains. Le Japon a connu plusieurs constitutions avant celle-là, celle de l'ère Meiji juste avant, et qui donnait les pleins pouvoirs à l'empereur, prônant une politique expansionniste et autoritaire, sachant que cette dernière avait été en grande partie inspirée par le modèle prussien et Bismarck que l'empereur admirait. Longtemps, le Japon féodal a été régi par la constitution des 17 articles rédigés en 604 par un aristocrate législateur, le prince Shotoku, qui exerça même la régence et servit pendant le règne de l'impératrice Suiko, première femme à monter sur le trône du chrysanthème. C'est lui qui fit entrer le bouddhisme au Japon et sa constitution en est largement inspirée, se basant essentiellement sur des préceptes religieux. La Constitution de 1947 voit également une refonte du code pénal et civil, remplaçant partiellement celui de l'ère Meiji, calqué sur le code Napoléon, et avant lui encore le Ritsuryo, instauré pendant l'ère Asuka au VIe siècle et inspiré du code Tang chinois. Pour faire court, ils établissent les bases de la société féodale, les castes et l'autorité religieuse et militaire qui régissent le pays. Bien que souvent modifié, il restera la norme jusqu'à l'ère Meiji. Dans la constitution de 1947 qui régit le Japon d'aujourd'hui, l'empereur perd son pouvoir politique et se voit cantonné à un rôle de représentation dans cette nouvelle monarchie constitutionnelle. Elle instaure le suffrage universel, donne le droit de vote aux femmes, accorde le droit de syndicat et de grève, la souveraineté populaire et instaure la paix perpétuelle, s'interdisant le droit d'avoir une armée, le droit d'ingérence dans les affaires internationales et bien sûr le droit d'attaquer un autre pays se plaçant sous la protection des États-Unis. C'est une spécificité japonaise unique au monde que l'Allemagne et l'Italie n'ont pas adoptée après leur défaite. Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont régis par un système bicaméral, comme en France, appelé Kokai, la diète, et composé de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, l'équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce sont eux qui nomment le Premier ministre, véritable chef de l'État qui doit être déjà membre de l'une des assemblées et qui est choisi parmi les membres du parti politique victorieux aux élections. Bien que les constitutions et les régimes aient pu changer souvent pendant ces derniers siècles, la caste politique n'a, elle, pas beaucoup bougé. En effet, la grande majorité des élus de la diète, ministres, conseillers d'État et grands élus, est issue de l'ancienne aristocratie impériale et shogunale et perpétue ces traditions de grands serviteurs de l'État. C'est MacArthur et les législateurs américains de 1946 qui, dans leur politique d'apaisement, ont conservé ces familles en place. Même si cela peut paraître étrange en Occident, c'est un fait admis et accepté de tous au Japon où la politique ne passionne pas les foules qui préfèrent déléguer à ceux dont c'est le métier et même la tradition familiale. Ainsi, 5 des 6 derniers premiers ministres, dont M. Abe, étaient issus de dynasties politiques dont certaines remontent même au 7e siècle.
Ce népotisme s'applique pour quasiment tous les partis politiques de droite ou de gauche, à l'exception des extrêmes des deux bords. Localement, les grands-mères et les membres de la Chambre des représentants sont issus d'anciennes familles de daimyo, les seigneurs féodaux, et jouent sur cet ancrage local ancestral pour développer leur région et obtenir des infrastructures pour tous. Nous en reparlerons en évoquant les différents partis politiques japonais, mais aucun d'entre eux, à part le Parti communiste, ne demande l'abolition de ce système. Détail intéressant, depuis 1947, aucun religieux actif ou militaire ne peut briguer de mandat électif. Comme dit précédemment, le chef du gouvernement est le Premier ministre nommé par les deux assemblées dont il est issu et généralement président du parti qu'il représente. En cas de manquement à ses devoirs, de scandale ou de dévoiement de la politique fixée par la Diète, il peut faire l'objet d'une motion de censure et être révoqué par les chambres, provoquant ainsi de nouvelles élections. Le Premier ministre actuel, M. Kishida Fumio, en poste depuis le 4 octobre 2021, a formé le 100e cabinet. Le gouvernement est composé de 20 ministres d'État nommés par le premier d'entre eux. Le Somusho, ou ministre des Affaires générales, s'occupe de la fonction publique, de l'administration, des collectivités locales et des postes et télécommunications. C'est également lui qui est en charge de la sécurité et prévention des catastrophes naturelles. Le Homusho, au ministère de la Justice, l'équivalent de notre garde des Sceaux, qui est en charge du système judiciaire et carcéral, signe les ordres d'exécution des condamnés à mort, s'occupe du contrôle de l'immigration et des étrangers résidents, mais aussi du système de réinsertion des anciens prisonniers. Il fait aussi office de défenseur des droits et peut être saisi par les citoyens. Le Gaimusho au ministère des Affaires étrangères. C'est un poste de prestige et très important car il est en charge de l'image du Japon à travers le monde, mais aussi du respect des traités internationaux sur le territoire. Ces dernières années, les associations et ONG font pression sur le Japon pour modifier les lois sociétales relatives aux communautés présentes sur le territoire national et à leurs droits, mais aussi à l'évolution des mœurs. Et c'est ce ministère qui est en charge de rédiger des rapports au Premier ministre et à la Diète pour d'éventuels projets de loi. C'est aussi lui qui est en charge de la protection des Japonais de l'étranger et nomme les ambassadeurs et consuls à travers le monde. Le Zaimusho au ministère des Finances. Son rôle est sensiblement le même que partout ailleurs et il est sans doute le ministre le plus surveillé des cabinets successifs. En plus des attributions habituelles dans d'autres pays, il est en charge de la douane et du contrôle des marchandises et de leur fiscalité. Le Mambo Kagakoshio au ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie. Sans doute le plus étendu des ministères, il est en charge de l'éducation et de l'application du plan quinquennal qui établit la politique scolaire, bourse, manuel, pédagogie, recrutement, politique salariale, échanges internationaux, etc. etc. Il dirige l'Agence des affaires culturelles qui gère et régule les politiques culturelles nationales, musées, écoles d'art, monuments et bien d'autres, et attribue les budgets et bourses à différents organismes en charge des arts traditionnels et plus contemporains. Il est chargé de diffuser la culture japonaise à travers le monde, mais est aussi le gardien du trésor national, c'est-à-dire les possessions de la famille impériale. C'est d'ailleurs l'empereur qui remet les médailles honorifiques décernées par le ministère. La jeunesse et les sports, comme vous vous en doutez, est un poste destiné à établir les politiques en matière d'activités et clubs sportifs, qu'ils soient scolaires ou non, de gérer le sport professionnel et ses compétitions, mais aussi de gérer le développement mental, moral et physique de la jeunesse japonaise. Et enfin, les sciences et technologies où les budgets et politiques de recherche et d'éducation sont décidés, que ce soit pour les universités comme pour les laboratoires et centres de recherche. Le Kosei Rodosho, au ministère de la Santé et du Travail, comme son nom l'indique, il est en charge des politiques sanitaires et de santé publique du pays, de la régulation des productions pharmaceutiques et de l'assurance maladie, mais aussi des maladies infectieuses, autant dire qu'il a eu pas mal de travail ces 2 dernières années. Il est aussi en charge des politiques de travail et des droits et devoirs qui en découlent, de l'industrie lourde aux auto-entrepreneurs. Il est également en charge de la protection sociale et à l'enfance, des retraites et des familles de victimes et rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Le Norin Shusansho, au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche.
Ses attributions sont dans son nom, mais il est aussi en charge des traditions culinaires nationales et de leur maintien, parfois à l'encontre des traités internationaux, il faut bien le dire, et de la sécurité alimentaire. Le Keizai Sangyosho, au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. C'est un ministère clé et ce dans tous les cabinets depuis la réforme Meiji. C'est lui qui établit les politiques commerciales et industrielles et a notamment favorisé le miracle économique des années 50. Aujourd'hui, le ministre de l'économie est un homme indispensable pour la croissance du pays et définit le chemin à suivre en matière de développement et de politique commerciale. Plus étonnant, il est en charge de la coopération avec la Russie, pas évidente ces derniers temps, et de la sécurité nucléaire. Le Kokudoko Tsusho, ou ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme. Il s'occupe des politiques de construction et d'aménagement du territoire, des bâtiments publics et des services, mais il régule aussi les politiques de transport et les infrastructures qui en dépendent, aéroports, gares et délégations de services publics. C'est aussi lui qui gère les différentes orientations touristiques du pays et favorise la mise en valeur du patrimoine national. Le Kankyo-sho, au ministère de l'Environnement. Il est en charge de la protection des parcs naturels, de celle contre les risques nucléaires, la lutte contre la pollution et les risques environnementaux. C'est l'un des ministères où il y a eu le plus de femmes, 7 sur 60. Le Boei-sho, ou ministère de la Défense. Par la Constitution de 1947, il est en charge des relations avec les forces d'occupation, mais aussi de l'armée japonaise, qui n'en a pas le nom, les forces d'autodéfense. Le Naikaku Kanbo Shoukan, ou secrétaire général du cabinet, est l'équivalent du directeur de cabinet du président en France. Il est en charge de l'organisation des services du Premier ministre, dont il est souvent très proche, et même un conseiller, de la coordination des ministères et fait office de porte-parole. Les autres ministères sont de moindre importance et sont délégués au cabinet du Premier ministre. Citons-les pour être complets, le ministre de la Réforme digitale, celui de la reconstruction, autrefois en charge de reconstruire le pays en 1945 et qui s'occupe aujourd'hui du secteur de Fukushima, le ministère contre le déclin démographique en charge des politiques natalistes, le ministère de la revitalisation économique, celui de la politique scientifique et spatiale, le ministère exceptionnel des Jeux Olympiques et de la vaccination contre le Covid-19 et le ministère de la consommation. Et enfin, le président de la Commission nationale de sécurité publique, équivalent de notre ministre de l'Intérieur, est en charge de la police et des politiques de sécurité intérieure, notamment contre le terrorisme, les gangs et l'immigration clandestine. Le Japon est souvent perçu comme un pays bipartite et dans les faits il est vrai que deux partis principaux dominent le jeu politique depuis des décennies, mais comme vous allez le voir, il existe une multitude de formations politiques qui animent le pays et sont parfois loin des schémas habituels courants en Occident. Toutes les sensibilités sont représentées et même si la majorité d'entre eux ne siègent pas à la diète, ils permettent d'alimenter le débat démocratique. Alors entrons dans la grande maison des formations politiques, ce qui nous permettra en passant de replacer ces derniers sur une échelle d'équivalence européenne pour mieux vous situer. Le Parti libéral-démocrate ou Jiminto. Il est le premier parti du pays et celui qui a fourni le plus grand nombre de premiers ministres et de gouvernements depuis sa création en 1955. Situé au centre droit de l'échiquier politique, c'est un parti libéral quant aux questions économiques et conservateur sur les questions sociales et sociétales. Mais cette définition, car il en faut bien une, ne définit plus et de moins en moins la ligne générale du parti qui évolue avec le temps. Même si le libéralisme économique et le nationalisme, attention, il n'a pas la même signification qu'en Europe, le définit toujours, certains jeunes cadres ont une vision sociétale moins conservatrice. C'est du Jiminto qu'était issu M. Abe Shinzo, mais aussi le très populaire et réformateur Koizumi Junichiro, ami de George Bush et du président Lula, Premier ministre rock'n'roll, toujours en tête des enquêtes de popularité. Le parti compte actuellement 262 sièges à la Chambre des représentants. Le Parti démocrate du Japon au Minchiuto. Il est le deuxième parti du pays et a fourni 4 premiers ministres au pays entre 1996, date de sa création, et aujourd'hui. Situé au centre-gauche de l'échiquier politique, il est la résultante d'une fusion entre plusieurs partis d'opposition comme la Fédération social-démocrate, le Parti socialiste japonais et le NPJ, nouveau parti du Japon, la branche gauche du PLD.
Sa devise « Construire une société libre et sûre » reflète bien la ligne du parti. Le fondateur et président du mouvement, M. Kan Naoto, qui fut Premier ministre, se réclame de la social-démocratie scandinave, mais aussi de la politique économique de Margaret Thatcher, cherchant à créer une brèche entre l'ultralibéralisme et le socialisme. Suite à des scandales financiers, le parti est aujourd'hui en perte de vitesse et ne compte plus que 97 sièges à la Chambre des représentants qui en compte 465. Le parti du gouvernement éclairé ou Komeito. Il est le troisième parti du pays et allié du Parti libéral-démocrate dans une coalition de gouvernement. Situé au centre de l'échiquier politique, c'est un parti issu du bouddhisme et qui a pour but d'appliquer les principes de cette religion à la vie politique, tout en se réclamant laïque. C'est un parti très implanté localement et qui prône d'ailleurs la décentralisation, la moralisation de la vie politique, la création d'une sécurité sociale et le droit de vote des étrangers à des élections locales ciblées, mais aussi la transformation des forces d'autodéfense en véritable armée avec possibilité d'intervenir à l'étranger, le soutien aux artisans et petites entreprises, les privatisations et la réduction du nombre de fonctionnaires. Il compte 32 représentants à la Chambre et forme une alliance totalisant 296 élus avec le Jiminto, leur accordant la majorité absolue. Le Parti de l'innovation, ou Isshin-Noto, il est le quatrième parti du pays et garde son indépendance. Situé au centre-gauche, il se définit aussi comme conservateur, fédéraliste et populiste. Très ancré dans le Kansai où il fut fondé, il est plutôt régionaliste et négocie ses alliances locales avec tous les partis modérés. Il s'appelait autrefois le Parti d'initiative d'Osaka. Il compte 21 élus à la Chambre des représentants. Le Parti communiste japonais ou Kyosanto. Cela peut paraître étonnant, mais le Parti communiste est l'une des forces politiques importantes du pays, et ce depuis sa fondation en 1922. Longtemps interdit, il fait partie de l'échiquier politique depuis 1946 où il entra au Parlement dès la première élection. Situé à gauche du spectre politique, il applique une doctrine proche des autres partis communistes, mais avec un filtre japonais qui change beaucoup de choses. Il défend la constitution de 1947 et le pacifisme, a abandonné la doctrine révolutionnaire pour la réforme et milite pour l'expulsion des Américains du territoire national. Il est contre le nucléaire militaire et civil et demande des excuses du gouvernement japonais aux anciennes colonies du Pacifique et le paiement de dommages de guerre. Très populaire à la fin des années 40 et 70, il est aujourd'hui en perte de vitesse mais compte encore 10 élus à la Chambre. Le Parti social-démocrate ou Shaminto. Situé à gauche de l'échiquier politique, il s'est détaché du Parti démocratique pour conserver des fondamentaux plus proches des partis socialistes européens dont il est assez proche. Antimilitariste et antinucléaire, il est pour la dissolution des forces armées, la fin du nucléaire civil, la couverture médicale universelle, le service public, l'égalité des sexes et l'abolition de la peine de mort. Il tient cependant à se démarquer du Parti communiste à qui il reproche ses amitiés passées avec les régimes autoritaires et les mouvements terroristes. Il compte actuellement 11 représentants à la Chambre. Le Parti libéral, au Jiuto, il se situe lui au centre-gauche et se réclame du social-libéralisme et de l'écologie. Antinucléaire et militant pour les énergies renouvelables, la nouvelle ligne du mouvement fondée sur les cendres du Parti de la vie du peuple, il prône le keynésianisme mais aussi la baisse des impôts et la décentralisation. Il s'allie régulièrement au Parti démocrate et fit partie de la courte coalition de centre-gauche du gouvernement Kan. Il compte 2 élus à la Chambre des représentants et est en perte de vitesse. Le Parti pour le Kokoro japonais, ou Nippon no Kokoro, situé à droite de l'échiquier politique, il est l'émanation de l'Association pour la restauration du Japon qui se situait lui plus à droite sur le spectre politique. C'est un parti conservateur opposé aux lois sociétales, notamment le mariage pour tous, social, la couverture médicale par exemple, et qui prône la remilitarisation du pays. Il est contre l'immigration extra-asiatique et veut réguler cette dernière au strict minimum nécessaire à l'économie. Il compte actuellement 4 élus à la Chambre mais connaît une nouvelle popularité auprès de la jeunesse japonaise. Le nouveau parti de la réforme, ou Shinto Kaikaku. Situé à droite du spectre politique, c'est un parti dissident du parti au pouvoir qui s'est droitisé avec le temps. Libéral, nationaliste, très conservateur et traditionnaliste, il prône un retour aux valeurs anciennes et une refonte de la Constitution pour reconstituer la grande armée japonaise.
Il est contre les excuses aux anciennes colonies et pratique le révisionnisme historique régulièrement. Il compte un élu à la Chambre. Le Parti socialiste d'Okinawa ou Okinawa Shakai Taishuto. Il se situe à gauche et s'inspire des doctrines social-démocrates européennes. Régionaliste, antimilitariste et antinucléaire, il demande le départ des troupes américaines d'Okinawa et l'arrêt du programme nucléaire civil. Il compte un élu à la Chambre mais un fort ancrage local dans les îles d'Okinawa. Le nouveau parti nippon ou Shinto Nihon. C'est un parti centriste et social-libéral fondé à Nagoya et très porté sur la baisse de la fiscalité. Il est contre la politique de grands travaux et pour la privatisation et l'autonomie des régions. Il est pour une priorité absolue à l'agriculture et à l'industrie et pour la dérégulation du travail en fonction des besoins. Il ne compte plus d'élus à la Chambre. Le parti du futur du Japon, ou Nihon Mirai no To. Situé au centre-gauche, il se réclame du social-libéralisme et de l'écologie, mais aussi du souverainisme et du populisme de gauche. Pacifiste, féministe et antinucléaire, le parti a été fondé en 2012 par Kada Yukiko, universitaire et gouverneur de Shiga, qui voulait en faire la troisième force politique du pays. Mais les positions trop radicales de l'ancienne gouverneure, très progressiste sur beaucoup de choses, n'ont pas donné les résultats escomptés et le parti ne compte toujours aucun élu. Le parti de la réalisation du bonheur ou Kofuku Jitsugento. Situé à l'extrême droite, il est l'émanation politique de la secte Happy Science, dirigée par le prophète autoproclamé Okawa Ryuho. Anticommuniste et ultra-conservateur, il est pour la remilitarisation du pays et l'attaque de la Chine et de la Corée du Nord. Le parti et son président gourou sont pour la fin de la dynastie impériale et un régime présidentiel sans limite de mandat dirigé par lui, bien entendu. Pour l'anecdote, il avait été visé par un attentat perpétré par la secte Aomo Shinrikyo qui tentait de se débarrasser de la concurrence. Le parti ne compte pas d'élus à la Chambre, mais une cinquantaine d'élus locaux. Il existe enfin quelques partis politiques anecdotiques qui ne sont pas représentés à la diète et ne comptent que très peu ou pas d'élus locaux. Un petit tour exhaustif en commençant par le Parti japonais des travailleurs ou Nihon Rodoto, situé à l'extrême gauche, marxiste, léniniste et qui prône la révolution et la destitution de la famille impériale. Il ne compte pas d'élus, ni au niveau national ni au niveau local, et est surveillé étroitement par les autorités. Le Parti nationaliste japonais ou Kokuminto, situé à l'extrême droite, est très présent sur Internet. On peut voir ces minibus noirs et ces hommes en uniforme devant les gares hurler des discours nationalistes et xénophobes. Proches des SSS, les Samurai Spirit Skinheads et des Yakuza, ils n'ont plus aucun pouvoir politique mais restent très actifs. Ils sont eux aussi très surveillés par la police. Citons aussi le nouveau Parti socialiste du Japon, très inspiré par la social-démocratie scandinave et qui entame un petit ancrage local à Tokyo et dans sa périphérie. Plutôt progressistes et pro-LGBT, ils se sont fait connaître localement en aidant des réfugiés afghans fuyant le retour des talibans dans leur pays. Pour finir, citons le Futur Vert ou Miroi no Mirai, parti écologiste plutôt à gauche, pacifiste et antinucléaire, le vrai Parti démocratique ou Daichi, situé à droite, conservateur et traditionnaliste, et oublions les autres trop petits pour avoir une véritable existence publique. Comme vous le voyez, le pays fait la part belle aux formations modérées et malgré la liberté politique et d'expression, les extrêmes des deux bords n'ont aucune influence sur la vie quotidienne des Japonais. Le peuple japonais, surtout dans ses tranches d'âge les plus jeunes, ne se passionne pas vraiment pour la politique et c'est un doux euphémisme. Les dernières élections d'octobre 2021 ont peiné à réunir 50% du corps électoral qui a voté majoritairement pour le Parti libéral-démocrate. Comme dans les familles de politiciens, le vote s'inscrit aussi dans une tradition familiale qui veut que l'on vote sur les conseils de son père, souvent conservateur, ou que l'on s'abstienne. La population étant, comme tout le monde le sait, vieillissante, c'est chez les seniors que l'on vote le plus, 72% des plus de 60 ans, et que l'on vote souvent pour le même parti, en général conservateur, pour ne pas ou peu modifier une société que la majorité considère comme très satisfaisante. Chez les jeunes électeurs de 20 à 30 ans, le taux de participation est généralement aux alentours de 30%, marquant un désintérêt total pour la politique.
Le gouvernement a fait abaisser l'âge de la majorité à 18 ans en espérant que plus de jeunes participeront à la vie démocratique, mais de récents sondages montrent que non seulement ils n'iront pas voter, mais qu'en plus ils ne connaissent même pas les différentes formations politiques. Une petite proportion de la jeunesse étudiante, très connectée avec l'étranger, se politise un peu plus que les autres et semble voter plus à gauche. Mais une autre partie de cette jeunesse, populaire, voire défavorisée, semble, elle, se tourner vers le nationalisme et les partis ultra-conservateurs. Malgré des campagnes gouvernementales et associatives, rien ne change et à terme, certains sociologues pensent même que la démocratie japonaise pourrait perdre tout son sens, voire même disparaître. Des clubs politiques non partisans ont été tentés dans des lycées et universités pour sensibiliser les jeunes à la vie démocratique, mais la plupart d'entre eux ont fermé. En effet, les simulations de débat créaient, au dire des étudiants qui y ont participé, des situations gênantes. Pour conclure ce hors-sujet, je dirais, comme je le répète souvent dans mes vidéos, qu'il serait idiot et vain de juger un pays et son système politique à l'aune d'un jugement occidental forgé dans un bain culturel très différent. Même si elle connaît une grave crise existentielle, la démocratie japonaise est forte et se protège contre les extrêmes des deux bords, assurant la continuité d'une politique qui, malgré les positions discutables parfois de M. Kishida, va dans le sens du mieux-être du pays et de sa place dans le monde. La globalisation des idées touche aussi le pays et des mouvements progressistes qui n'auraient jamais existé il y a encore 20 ans peuvent se diffuser au Japon grâce à Internet et aux interactions d'une certaine partie de la jeunesse nippone avec l'étranger. La politique libérale et industrielle des gouvernements a permis au pays de se sortir des différentes crises de ces dernières années, malgré une dette considérable et permet de conserver un taux de chômage extrêmement bas. L'influence des courants plus réformateurs au sein de la majorité a aussi permis de faire voter des lois plus sociales et sociétales, comme les lois de protection de l'enfance, la réforme de la prescription, les lois sur l'infanticide, l'aide aux plus défavorisés, le pacte d'union homosexuelle, la fin des règles vestimentaires dans beaucoup d'institutions scolaires et j'en passe. Autour de moi, personne n'est vraiment inquiet quant à l'avenir du pays, ma compagne plutôt réformatrice, mon meilleur ami très conservateur ou ma fille progressiste et écolo pensent tous que la priorité du moment est d'abord de réussir la politique nataliste pour que la génération future soit celle qui restaure et améliore encore la démocratie japonaise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Et si vous le pouvez et le voulez, de soutenir la chaîne sur Tipeee, sur Utip, avec les Super Thanks, le petit cœur avec le dollar juste sous la vidéo, en adhérant à l'unité Satsujin à partir d'1,99€ par mois ou en allant faire un tour sur le site satsujin.fr. Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des goodies et autres choses qui vous intéresseront très certainement et me permettent de continuer l'aventure. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Discord, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. J'y poste régulièrement des contenus un peu différents de ce que je fais sur la chaîne. Matane.明かりが照らすサピエ色の時一人夜狩りの夢